Bonjour, bienvenue. Ces questions en ligne. Il y a parfois des mots dont la juxtaposition est assez étonnante, curieuse, rare. Tenez, par exemple, prenons les mots banlieue et finance. Les banlieues de la finance. On va vous expliquer pourquoi tout de suite ces mots sont assez étonnants et ce qu'ils veulent dire. J'invite à venir s'asseoir avec moi Rodolphe Pedro. C'est le fondateur, le patron de CFCI, la compagnie française de conseil et d'investissement. Les banlieues de la finance, c'est quoi? Merci de m'accueillir ce soir, Olivier Michel. Les banlieues de la finance, c'est finalement une réflexion toute simple. Il y a des milliards non captés chaque année dans nos quartiers, soi-disant nos quartiers populaires, nos quartiers pauvres. 6,3 milliards d'euros chaque année sont envoyés dans les pays d'origine du Maghreb, de nos quartiers français. L'idée même, c'est d'aller capter cette épargne. Mais on va envoyer qui pour aller capter l'épargne dans les banlieues? Je ne vais pas aller envoyer les conseillers de chez Rothschild. Je vais aller envoyer des gens qui, hier, c'était un handicap de sortir de ces banlieues. Ils étaient trop marqués, ils avaient trop stigmatisé, trop codifié le quartier. Ben demain, cet handicap deviendra un avantage. Alors c'est ce que vous appelez 10 000 emplois dans la finance, 10 000 emplois pour les banlieues, puisque c'est votre objectif, hein, offrir à 10 000 jeunes des banlieues la possibilité d'exercer dans leur lieu d'origine, si je puis dire, d'autres talents. Comment vous les formez pour faire ce boulot-là? Alors, comment je les forme? Je les forme déjà. Ça fait 10 ans que j'ai fondé la CFCI Associés, qui est aujourd'hui la première compagnie financière française indépendante. Ça fait 10 ans que je forme des jeunes issus de tout milieu, de tout horizon, au métier de la finance. Mais la volonté, c'est avec tout type de jeunes, si je puis me permettre. Tout type de jeunes. Vous n'exigez pas qu'ils soient sortis d'HEC ou... Alors, l'idée, c'est pas d'opposer les diplômés contre les non-diplômés. Je sais très bien que les gens qui ont un diplôme l'ont pas volé. Ils ont travaillé dur pour l'avoir. Mais à quoi je m'attaque, c'est à la sanction définitive, bien souvent, des non-diplômés. C'est ça à quoi je m'attaque. Et surtout, je démontre, et c'est ce que j'ai fait depuis ces 10 dernières années, qu'on peut être issu d'un quartier et tout à fait réussir dans un métier si codifié qui est celui de la gestion de patrimoine. Alors, 10 000 emplois, c'est aussi créer à terme une véritable école avec un véritable diplôme qui permette à ces jeunes-là d'aller se vendre ailleurs, hein, dans d'autres banques, pour aller vendre des produits financiers. Je reviens sur la formation, parce que je sais que c'est un mot que vous appréciez beaucoup. Et comment vous les formez? Je sais par exemple, vous portez une cravate. Je sais que c'est un des premiers tests, vous demandez notamment à ceux qui viennent chez vous, cravate, si t'as pas le cravate, tu peux rentrer chez toi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Vous êtes super strict, hein? Alors, je ne suis pas super strict, on répond à des codes. On reconnaît à quoi un financier, on reconnaît à sa cravate, à son habit. Fondamentalement, vous avez déjà un langage qui n'est pas le même, une couleur de peau qui n'est pas celle qu'on entend dans ce métier, un prénom et un nom qui ne va pas. Donc, bien sûr qu'il faut aussi avoir un petit peu de code à respecter. Le langage? Le langage, la gestuelle, le comportement. Mais vous savez, je vais vous dire, au-delà de l'image, ça c'est les 30 premières secondes, nos clients se rendent tout à fait compte de la valeur ajoutée, de ces jeunes qui sont pleins de caractère, pleins d'émotions et à l'écoute. Vous savez, je vais vous dire une chose, quand on n'oublie pas que l'argent de nos clients n'est pas le nôtre, ça, on ne l'oublie pas quand on n'en a jamais eu d'argent. Vous avez, oui, je comprends bien. Vous avez 4000 clients, vous gérez à peu près 1 milliard d'euros, hein, c'est le montant un peu des placements qui sont faits chez vous. On vous présente souvent comme l'histoire d'une réussite personnelle assez étonnante. À 16 ans, vous quittez l'école, vous avez fait tout un tas de boulot, vous avez fondé plusieurs boîtes jusqu'à trouver, je dirais, le bon filon. Est-ce que c'est pas un petit peu trop, par rapport à des jeunes qui veulent vous suivre, trop clinquant, si je puis dire? Est-ce que ça cache pas la capacité de travail qu'il faut pour arriver à une réussite pareille? Je suis d'accord avec vous. Je suis pas dans l'ère Star Academy. C'est pas on arrive, on fait une formation de 4 minutes et on devient conseiller en gestion de patrimoine et on gagne 10 000 euros par mois. Bien sûr que ça c'est bien, parfois malheureusement les médias qui caricaturent un petit peu le travail. C'est ce que vous aussi vous donnez à voir, hein. Vous êtes un homme qui a réussi, je sais que vous aimez pas le terme, mais en tout cas vous êtes millionnaire aujourd'hui, voilà, et vous en êtes parfaitement bien sorti. Votre exemple... Oui, écoutez, on n'a jamais réussi. Celui qui vous dit qu'il a réussi, il a déjà perdu. Donc pour moi, on n'a jamais réussi. Moi, ce que je dis simplement, je dis que bien sûr que le ciment de chaque réussite, c'est le travail. Je n'en parle même pas. Si vous ne travaillez pas, vous n'arrivez à rien. Mais je dis que la différence entre un bon employé et un mauvais employé, qu'est-ce que c'est, Olivier Michel? C'est sa capacité à travailler, à respecter les horaires, à être discipliné, et c'est la formation. Quelle est la différence à intelligence égale? Je ne parle pas d'un tordu, d'un voleur, je parle d'un type qui a envie de travailler. C'est la différence entre un bon et un mauvais employé, c'est la formation. La formation qu'il recevra dans son secteur d'activité. Et c'est ça qui fera la différence. Et un bon employeur, c'est quoi?
eh ben, c'est celui qui reste à l'écoute et qui reste les pieds sur terre. Vous savez, encore une fois, de dire qu'on a réussi, pour moi, on n'a jamais réussi. Alors on en est où aujourd'hui du projet? Je sais que vous avez le soutien de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, mais il va falloir un agrément, j'imagine, de la part de l'Éducation nationale. Bien sûr. Alors j'ai déjà le soutien de Bernard Laporte, notre ministre de la Jeunesse, avec qui on a fait un déplacement ministériel il y a 15 jours à l'INSA de Lyon pour rencontrer le monde associatif, pour rencontrer des jeunes. Ça c'est déjà quelque chose de concret. Bernard est le premier à s'être engagé. Je dois rencontrer Laurent Wauquiez à la fin de l'année. Je sais que c'est un homme clé, c'est un homme brillant, à qui j'attends beaucoup, je ne vous le cache pas, et je pense que les choses vont réellement se démarrer pour le premier trimestre 2009. En tout cas, avec 100 premiers emplois de créés. Alors vous proposez des placements pas très élevés, hein. Parfois ça va de 10 à 15 euros, il y a une mise de départ de 1 500 euros. Aujourd'hui vous dirigez nos holdings, puisqu'il y a 5 sociétés différentes. On pourrait trouver votre réussite assez insolente. Comment se fait-il que vous, notamment, vous résistiez à la crise financière aujourd'hui, d'autres n'y arrivent pas? Vous proposez des taux d'intérêt qui sont quand même très attractifs, hein. Je ne vais pas faire de la publicité, mais quand même. Comment vous y arrivez, vous, alors que d'autres sont en train de se planter? C'est une très bonne question. Comment j'y arrive? C'est très simple. La différence entre le métier que je fais, qui est celui de distribuer de l'épargne populaire, de l'épargne à capital garanti, c'est mon métier depuis tout temps. Et la différence avec les autres financiers qui font de l'épargne spéculative, de la bourse, du spéculatif, je vais vous dire la différence. C'est 3,5 fois de rémunération en moins que j'ai accepté de perdre depuis toutes ces années. Ça veut dire que si vous êtes un homme qui ne réfléchit que par l'argent et le gain, vous allez sur des spéculatifs. C'est ce qui paye le plus. Moi, je n'ai réfléchi que par une chose: la pérennité de mon entreprise. Aujourd'hui, ça paye. C'est la dernière question en ligne de Rodolphe Pedro, parce que le temps passe. Parlez-moi du free fight, du combat libre. Voilà, je sais que vous êtes un adepte, et puis vous soutenez votre frère aussi qui se bat. Pourquoi vous aimez ce sport, hein? Je rappelle aux internautes, le free fight, c'est en gros, tous les coups sont permis, sauf les coups dans les parties, on va être très clair. Mais en tout cas, c'est vraiment le combat absolu, quasiment. Je vous remercie de me poser la question. En fait, aujourd'hui, c'est le MMA, Multi-Martial Arts. Et aujourd'hui, c'est donner la possibilité à des combattants issus de toute discipline de se rencontrer selon des règles, Olivier Michel. Parce qu'il y a véritablement des règles. Il y a une fédération. Exactement. Moi-même, je préside et j'ai fondé la première fédération européenne qui siège en Suisse, parce que malheureusement, on n'a pas eu le droit de la faire. Vous aimez ça? Je veux dire, le combat total comme ça, c'est quelque chose... Mais le combat... Sortir ses tripes sur le ring? Mais c'est la même chose que les affaires. Vous savez, il faut avoir beaucoup de courage pour monter sur un ring. Mais il faut avoir beaucoup de courage pour faire le métier que l'on fait. C'est-à-dire, le matin, se lever à 4 heures du matin, se coucher à minuit et faire du client toute la journée. Il faut du courage dans les deux cas. Et il y a véritablement je dirais, un symbole qui les réunit les deux. C'est quoi? C'est la volonté de réussir. Rodolphe Pedro, merci. Je signale que vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Nous sommes une erreur statistique ». Il y a presque tout dans le titre, enfin en tout cas la thématique. Merci d'être venu sur le plateau de questions en ligne. Prochain rendez-vous, prochaine émission. Un mot encore sur votre livre. L'idée, elle est venue comment? Nous sommes une erreur statistique, et pas je suis une erreur statistique. Ah, et nous sommes. Des Rodolphe Pedro, il y en a plein dans le quartier. Je ne suis pas le seul, il y a plein. Il y a des pépites dans nos quartiers. Laissons-leur une chance de vous le démontrer, et vous verrez, ils feront un carton. Bon, écoutez, voilà, ça se lit bien, j'imagine. Hein. Vous allez me donner, j'ai pas eu encore le temps de le lire. Vous allez le lire tranquillement. C'est ça ce qu'on appelle la vulgarisation du savoir et des connaissances. Merci beaucoup. Ouais.